Salamatoko, bonjour à toutes et à tous. La reine Ranavalon III occupe une place centrale dans l'histoire contemporaine de Madagascar par la résistance qu'elle a opposée à la colonisation française, par son exil forcé sur l'île de la Réunion et par l'intérêt qu'elle a suscité de la part des journalistes et des opinions publiques qui la font devenir au cours de sa vie une véritable célébrité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Elianta Razanarson dans le cadre de la conférence intitulée Parcours iconographique de Ranavalon III. Cette conférence s'inscrit dans un partenariat entre l'Alliance française d'Antananarive et le Musée de la photographie de Madagascar, où se tient actuellement l'exposition Exilées, retraçant le parcours de 5 princesses forcées à l'exil lors de la colonisation. Madame Elianta Razanarson est cofondatrice du Musée de la photographie et maîtresse de conférences au département d'histoire de l'Université d'Antananarive. Elle travaille notamment sur l'histoire sociale et culturelle de Madagascar, en s'appuyant sur les sources photographiques essentiellement. C'est un honneur et un réel plaisir de vous recevoir à l'Alliance française et je vous remercie chaleureusement pour votre présence et vous cède sans plus tarder la parole. Merci Paco. Je crois que je vais me mettre debout, je suis plus à l'aise debout qu'assise. Comme Paco l'a dit, je suis Razanarson Elianta, historienne, et je viens du département d'histoire de l'Université d'Antananarive. Je viens également du musée de la photographie que je représente aujourd'hui à travers cette conférence sur le parcours iconographique de Ranavalon III. Je vais peut-être commencer par une petite mise en contexte avant de parler de Ranavalon III. Et après cette mise en contexte, je présente un petit peu les exilés, notre exposition. Et je terminerai par l'exposé dont l'intitulé est ici aujourd'hui. Nous savons bien que Madagascar est une île où il y avait plusieurs royaumes indépendants. Et parmi ces royaumes indépendants, il y a le royaume Mirn, qui va être appelé par la suite royaume de Madagascar en 1817, lorsque Radama Ier a signé un traité diplomatique avec les Anglais. Ce royaume de Madagascar, dirigé par Radama Ier, est un royaume conquérant et qui va chercher à dominer tous les autres royaumes sous sa seule autorité, parce qu'effectivement, Radama Ier, dans le traité diplomatique, avait le nom de roi de Madagascar. C'est le rêve de Radama Ier, ce que les historiens appellent la vision d'unification. Radama Ier voulait unifier l'ensemble de l'île pour en faire un seul royaume et pour qu'il soit le roi de ce royaume. Et dans le papier diplomatique, le nom de roi de Madagascar était déjà écrit et royaume de Madagascar. Radama Ier a réussi à soumettre plusieurs royaumes sous son autorité, sauf quelques-uns. Donc, nous devons apprendre qu'il y a des royaumes qui n'ont jamais été soumis par Radama Ier, et malgré l'appellation de royaume de Madagascar sur les papiers, il y a des royaumes restés indépendants. Et ce royaume laissé par Radama Ier, avec le nom de royaume de Madagascar, va continuer les conquêtes et les souverains successifs après lui vont chercher à poursuivre cette vision d'unification. En même temps, il y a des problèmes toujours diplomatiques, politiques, etc., parce que nous savons qu'en Europe, les choses vont changer car il y a eu des guerres et il y a eu aussi des traités. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il se trouve que la France, qui avait toujours un regard sur Madagascar, avait renforcé ses intentions et il y a eu la guerre, peut-être que vous avez déjà entendu parler, je vais en parler sommairement. Il y a eu une première guerre franco-malgache en 1883 parce que la France avait toujours cette visée coloniale et que Madagascar, sur place, le royaume de Madagascar a cherché à poursuivre aussi sa politique d'unification.
la guerre de 1883-85 qui a vu l'affrontement armé entre l'armée de la Reine et l'armée française à Thomas a été soldée par une défaite française. Ça aussi, c'est un point que nous, Malgaches, devons retenir parce que on n'a pas été que des vaincus. Il y avait des moments aussi où l'histoire de Madagascar a reconnu et a connu des moments de victoire. René Mapande, qui était le gouverneur général, le gouverneur de Tamatave à l'époque, a réussi à repousser les Français. Et il y a le site qui s'appelle Farafat à Thomas. C'est un lieu de victoire que peu de Malgaches connaissent. C'est un lieu où René Mapande a repoussé les Français. Et les Français, donc, en 1885, à la fin de la guerre, étaient partis. Et un premier traité était signé. C'est ce qu'on appelle le traité de paix du 17 décembre 1885. Dans ce traité, les Malgaches étaient encore confiants avec leur souveraineté, mais dans ce traité, écrit dans deux langues, français et malgache, les Français avaient déjà vu un pied venir à Madagascar. Les pourparlers ont continué et il y avait un malentendu qui n'a jamais été réglé, et ce qui a conduit à une déclaration de guerre. Et en 1894, l'armée française, parce que l'Assemblée nationale française a voté pour un budget de guerre pour envoyer une colonne à Madagascar, 1894. Et une colonne d'expédition est arrivée par Majinga pour éviter Tamatave où ils étaient vaincus. Entre-temps, il y a à Madagascar des problèmes parce que, bien sûr, le royaume Mirn, qui s'appelait Royaume de Madagascar, n'avait pas réussi à tout contrôler. Il y avait des problèmes internes. Lorsque l'armée française arrive, la colonne d'expédition coloniale arrive en 1894, arrivée à Antibes en 1895, août 1995, l'armée de la Reine avait déjà disparu parce qu'il y avait une fuite. Et le 30 septembre 1895, Tananarive était prise. C'est-à-dire que la colonne d'expédition coloniale arrivée par Antananarive et a bombardé le palais de la Reine, et la Reine a ordonné la sortie du drapeau blanc, la capitulation, la prise de Tananarive. Après cette date, le 1er octobre 1895, il y a signature d'un traité qui a fait de Madagascar protectorat français. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce protectorat, la Reine Ranavala III est encore à sa place, mais c'est la France qui va représenter Madagascar et qui va défendre les intérêts de Madagascar à l'international. Et les choses vont se compliquer parce que, en France, il y avait des députés qui étaient pour le protectorat, d'autres avaient dit non, il faut une colonie. Et après de longues discussions, le 6 août 1896, la loi d'annexion a été votée. La loi d'annexion faisant de Madagascar colonie française. Qu'est-ce que ça change? Madagascar déclarée colonie française, Ranavala III est dans son palais. Arrive le gouverneur général Galeni. Je ne vais pas parler du résident qui était déjà présent depuis 1886, mais l'arrivée du général Galeni va accélérer les choses parce que, en septembre 1896, le général Joseph Simon Galeni arrive à Madagascar pour être le gouverneur général. La loi d'abolition de la royauté a été décrétée et la reine, donc, n'a plus sa place de reine. Ranavala III était encore dans son palais, mais comme les Malgaches manifestaient des réactions de résistance contre cette présence française, nous avons déjà entendu parler des Ménalambes. Les Ménalambes avaient déjà commencé à agir dès la signature du traité de 1895. Et le général Galeni a estimé que
Et il était convaincu que la présence de Rana Valla III dans le pays gêne la présence coloniale et sera un problème pour imposer l'autorité coloniale. C'est ainsi que, le 27 février 1897, la reine Rana Valla Ier reçoit une dépêche de la part du général Galeni: Madame, vous devez quitter le pays parce que votre présence ne garantit pas la pacification, la paix coloniale. Et c'est ainsi que Rana Valla Ier, le 27 février 1897, avec sa sœur Rasinda Nour et sa nièce Razafna Diamant, était envoyée en exil. Sachant que quelques mois auparavant déjà, sa tante Ramasendrazen était envoyée en exil à Sainte-Marie parce que Ramasendrazen a manifesté une colère noire et une hostilité envers les Français. Et avant même que Rana Valla III soit parti, Ramasendrazen était déjà en exil à Sainte-Marie. C'est ainsi que nous avons choisi au musée de la photographie le titre de exilé au pluriel. Parce que, avec Rana Valla III, sa sœur, sa nièce, sa petite nièce qui naîtra plus tard, sa tante partie en exil, c'est l'extinction de la lignée royale. Et nous allons voir comment. Parce que toutes ces femmes parties en exil n'ont pas eu de descendance. Et toutes leurs histoires, à chacune d'entre elles, ce sont des histoires qui se sont achevées en dehors de la terre natale, pas par leur volonté, mais suite à une décision politique de domination coloniale. Parce que lorsque Rana Valla Ier s'en va, contre sa volonté bien sûr, avec beaucoup de larmes, la reine est partie en exil le 27 février 1897, sera arrivée à La Réunion avec sa sœur, sa nièce Razafna Diamant enceinte et sa tante Ramasendrazen. Quelques jours après l'arrivée, Razafna Diamant accouche d'une petite fille qui s'appelle Marie-Louise Razafna Diamant. Et elle-même meurt quelques jours après. Donc nous imaginons la tragédie et nous imaginons aussi donc la détresse psychologique subie par la reine Rana Valla III. Et contrairement à cette situation d'anxiété, la figure de Rana Valla III va marquer le paysage de la presse coloniale et aussi les studios photographiques de la métropole. Pourquoi? C'est la réponse à cette question qui sera développée au cours de cet exposé qui s'appelle « Le parcours iconographique de Rana Valla III ». Parce que Rana Valla III, renvoyé donc de son royaume, expulsé de sa terre natale, fera l'objet d'un sujet de prédilection de la presse coloniale parce que le départ de Rana Valla III est un point positif pour la colonisation. Car c'est le bannissement d'une souveraine de son royaume et emportant avec elle ses proches. Ce que j'entends par iconographie dans cet exposé, c'est les photographies bien sûr, mais toute représentation visuelle, c'est-à-dire les caricatures, ou encore toute forme de représentation, les sculptures, ou encore des tableaux, tout ce qui représente donc de manière visuelle la reine Rana Valla III, c'est ce que j'appelle iconographie. Et le corpus qui constitue donc, on va peut-être passer au slide suivant, voilà donc un extrait du corpus que je vais évoquer le long de cet exposé, car il y a eu les représentations dans la presse, il y a eu donc des sculptures, il y a d'autres, mais c'est une représentation ici, il y a des gravures, il y a des photographies, il y a des supports publicitaires. Donc l'image de Rana Valla III pendant ces années d'exil seront sur différents supports. Mais comment la reine a-t-elle vécu cette situation et ses proches secondairement? Dans mes analyses de cet ensemble de corpus, j'ai trouvé qu'il y a trois catégories
de représentation de Rana Vala III. Il y a des photos, ou encore il y a des images qu'elle n'a pas demandé à être faites, mais qu'on a faites à son insu. Il y a ce que nous connaissons, il y a les photos subies, il y a les photos posées, que je dirais que je devrais mettre, excusez-moi, mais il y a une petite erreur d'ordre ici. Il y a les images subies d'abord, c'est-à-dire qu'il y a des images qu'elle n'a pas voulu, des photos qu'elle n'a pas souhaitées, et des poses pour lesquelles on n'a pas demandé son avis. Donc ce sont des photos prises à la dérobée comme ça, que j'appelle donc des images volées, des images dérobées parce que la reine, dans sa détresse, part en exil, mais il y a les journalistes qui lui prennent en photo. Elle arrive à la Réunion dans un état, mais des journalistes la prennent en photo. Est-ce qu'elle a demandé ça? Elle arrive à la gare de Saint-Lazare, à Paris, des gens lui prennent en photo. Est-ce qu'on lui a demandé son avis? Pas du tout. Et il y a cette catégorie de photos non désirées. Il y a des images, par contre, où la reine se trouve en pause parce que ce sont des images voulues. Car la reine elle-même va participer à cette construction de son image pendant ces années d'exil. Et il y a enfin ce que j'appelle les caricatures. Ce sont des images qui sont construites sans qu'on ait demandé également son avis. Alors ici, nous sommes à Saint-Denis. Un petit rappel, Rana Vala III était à La Réunion pendant 2 ans avec sa famille avant d'être envoyé en Alger, qui est la destination finale de son exil. Lorsque Rana Vala III quitte La Réunion en 1899, elle était passée par Marseille avant de rejoindre Alger. Mais à partir d'Alger, elle va demander l'autorisation au général Gallieni de venir en France, et on lui autorisera donc ses voyages en France pour des raisons de santé principalement. Elle doit suivre des cures thermales, mais aussi pour répondre à des invitations de présidents de République française. Pourquoi il y a cette analyse? L'image que nous avons de Rana Vala III, dès qu'on dit Rana Vala III, les gens pensent à une jolie, belle dame, en pose, bien habillée. Et si on raisonne comme les jeunes d'aujourd'hui, elle voyageait alors. Effectivement, elle a fait 10 voyages entre Alger et France, 10 fois. Elle a voyagé, elle a vu des terres, elle était bien habillée, et t'as des filles. Et les gens pensent à une dame tranquille. Mais ce que cet exposé va dénoncer, c'est l'ensemble des violences symboliques subies par la reine pendant son exil. Nous avons l'habitude de voir Rana Vala III avec les images posées, comme ceci, alors que c'est une série d'images posées, mais qui retrace la tragédie de la reine. Nous la voyons ici, de gauche à droite donc. Première photo dans une robe, donc robe royale, devant la cour de sa maison d'exil, la maison de Villantroy à La Réunion, photographiée par Henri Mathieu, qui était un photographe de l'administration coloniale. Troisième photo, dans la même série, nous voyons la reine très amaigrie et les cheveux dans une coiffure un peu plus compliquée, mais elle a posé quand même. Parce que Rana Vala III a compris qu'elle ne reverra plus jamais sa terre natale. Et Rana Vala III a compris le rôle de l'image de prolonger la mémoire par les représentations qu'elle enverra à Madagascar. Dans une autre pose, ça semble pareil, mais c'est un autre photographe. C'est la même robe, certes, mais c'est Franz Sikora cette fois-ci qui l'a photographiée. Franz Sikora est un biologiste, c'est un naturaliste autrichien qui était déjà présent à Madagascar avant la colonisation. Et il était en voyage à La Réunion lorsque la reine était présente à La Réunion, et Sikora a photographié la reine. Regardez l'air plus détendu,
Parce que la relation entre le photographe et le modèle et le photographe, ça transparaît également sur les poses. Plus détendues parce que Francis Cora était une connaissance de la reine. Elle a accepté de poser. Donc c'est le type de photographie, image posée, donc image voulue, ce sont les photographies posées. Une autre, plus tard, toujours sur la véranda de la maison de la Réunion, donc il y a Rana Valla III avec son interprète qui était Razaf Razak, qui l'a accompagné à la Réunion, toujours dans la même robe, sur le même point de vue, le type de photo posée. On va s'arrêter ici quelques moments. Nous sommes en 1910, la reine était à Nantes. La reine a obtenu l'autorisation de venir en France en 1901 et ensuite dans 1907, 1910, 1912. En 1910, on va s'arrêter ici parce que la reine était à Nantes. La reine, si vous voyez l'exposition exilée au musée de la photographie, vous allez voir que la reine était dans une détresse financière et dans des problèmes financiers très aggravés parce qu'elle était dépossédée de ses biens. C'est une belle femme que nous voyons là. Elle pose. Ce n'était pas une photo gratuite, car Lefebvre Utile est une usine de biscuiterie qui vendait des albums qu'ils appelaient albums de personnages célèbres. Rana Valla III a accepté de poser pour Lefebvre Utile. Nous connaissons toujours aujourd'hui l'existence des biscuits lus. Biscuits lus veut dire Lefebvre Utile. Et l'usine de biscuiterie Lefebvre Utile se trouve à Nantes. Si vous allez à Nantes, il n'y a plus d'usine, mais il y a ce que les gens de là-bas appellent les tours lus, c'est-à-dire les tours des usines qui étaient restées et qui sont visibles dans le paysage. Rana Valla III a prêté ses traits à Lefebvre Utile, vous avez deviné, pour se faire de l'argent, de manière, si je le dis, très simplement et de manière triviale, c'est pour se faire de l'argent. Rana Valla III a posé ses traits. Aujourd'hui, je pose, je cite comme modèle mannequin, mais Rana Valla III n'était pas mannequin. Mais Rana Valla III était un personnage célèbre présent en France, et Lefebvre Utile a sollicité la reine pour prêter ses traits. Et nous voyons Rana Valla III ici. Si peut-être un jour, qui sait, on va chez des antiquaires, il y aurait des gens qui verront les albums vendus par Lefebvre Utile, albums des personnages célèbres, et là-dedans, il y a 3 photos de Rana Valla III. Rana Valla III a également prêté ses traits pour les boîtiers métalliques des biscuits lus que nous avons vus en slide 2, je crois, si on peut revenir. Tout à droite, beaucoup de gens connaissent cette représentation. C'était le visuel sur un boîtier métallique, c'était une boîte de biscuits lus. Et la reine qui a écrit ça, les biscuits lus, et voilà, et ça a fait les affaires des biscuits lus. Et la reine, donc vous imaginez la violence symbolique d'une reine qui était sur son trône et qui finit sur les emballages de biscuits. Je continue. Parmi ces photos posées, il y a une dernière, quand la reine était à Dieppe. C'est une des photos où la reine a posé de sa propre volonté pour être représentée sur des cartes postales comme ce que Eugène Pirou a produit. Si vous allez au musée de la photo, il y a cette exposition qui s'appelle Exilé. Et si vous visitez une pièce du Rouvanataranarive, il y a une pièce dédiée à la reine Rana Valla III. Vous allez rencontrer des photos de la reine posées dans des studios parisiens, dans des studios de Nantes, dans des studios aussi d'Arcachon, parce que la reine a posé. Et ce sont des photos qu'elle avait envoyées ensuite
à des amis ou encore à des parents. Ça, c'est l'image, on va dire, lisse et calme des représentations de la reine. Mais il ne faut pas oublier le contexte. Comment la reine est-elle arrivée à La Réunion, ensuite en France? Il y a cette reine qui est donc destituée de son trône, envoyée en exil par une autorité puissante qui était l'autorité coloniale. La voilà en photo, image subie. Ah, la petite reine Ranavala III de Madagascar arrive. À La Réunion, le bateau Le Lapérouse arrive. Est-ce qu'on a demandé à Ranavala III de poser? Mais les images officielles exigent donc des représentations. Voilà le petit groupe qui arrive à La Réunion. Ensuite, voilà donc les exilés royaux avec l'équipage du Lapérouse à La Réunion, photographié par un militaire qui était un photographe de l'armée, de la marine française à l'époque. Nous voyons ici la reine Ramasindrazana, Ranavala III et sa sœur Rasindanour. Ces mêmes personnes qui vont mourir en exil. Rasindanour va mourir en Alger en décembre 1901. Elle mourra plus tard en 1924 à Nice, mais nous avons ici Ranavala III. On ne voit pas la princesse Ramasindrazana parce qu'elle allait accoucher quelques heures plus tard. Ces images de personnes que vous avez là, qui va les retrouver à Madagascar? Personne ne les retrouvera à Madagascar. Et en 1938, il y aura l'accueil des restes mortels de Ranavala III. Mais qui a entendu parler des restes mortels de la princesse Ramasindrazana? Qui va entendre parler des restes mortels de la princesse Rasindanour? Qui parlera de la princesse Ramasindrazana? Et même la princesse Marie-Louise, nous avons entamé quelques enquêtes et nous avons suivi l'histoire. Après la déclaration de décès de la princesse Ramasindrazana en janvier 1948, elle était enterrée au cimetière de Montreuil, mais personne ne le verra parce que, sans descendance, personne ne s'est occupé de la concession où la princesse était enterrée, et personne n'entendra plus parler, personne ne verra les restes de la princesse Marie-Louise Razafnadjemand. Rasindanour, enterrée à Alger. Le caveau y est encore au cimetière Saint-Eugène d'Alger, mais qui a réclamé les restes de la princesse Rasindanour? Je ne sais pas. Voilà donc une photo d'image subie. Vous voyez, il n'y a pas de pause, rien n'est préparé, et vous voyez l'état de fatigue de ces personnes qui viennent d'arriver, donc, avec leur tourmente dans ce bateau de l'exil arrivé à La Réunion. Une autre photo dérobée. En 1901, enfin, Ranavala III reçoit l'autorisation de venir en France. La reine, la petite reine malgache arrive, regardez la foule. Est-ce qu'on a demandé à Ranavala III de poser? Non, bien sûr, mais elle était regardée. Et elle a été photographiée. Une autre aussi, de Ranavala III en exil, elle a visité Notre-Dame. Donc voilà le type de photographie ou d'image dérobée que j'ai évoqué. Il y a déjà, il y a une erreur de date là parce que ce n'est pas 1901. Mais, si, c'est vrai, 1901 parce que la princesse Marie-Louise est née en 1897. 1901, elle avait 4 ans, c'est vrai cette photo. Une autre photo aussi, image dérobée. Quand la reine était en voyage donc à Aurillac, Fix-sur-Serre, elle était accueillie par le maire de l'endroit et il y a sa tante que nous voyons au premier plan et la reine, donc vous voyez la reine. Nous avons l'habitude de nous dire, ou encore une représentation d'une reine posée, mais nous devons constater l'image d'une femme sans sourire, l'air triste en permanence sur toutes les représentations. Même si elle a posé sur les autres photographies chez Eugène Pirou ou encore lorsqu'elle a posé pour le Fèvre utile,
Ranavallah III n'a jamais souri sur ces photos. Encore une autre photo, toujours avec le maire de Vic-sur-Serre, avec sa tante. Sa sœur était déjà morte en 1901 et on la voit désormais tout le temps avec sa tante. Quelquefois avec sa petite nièce Marie-Louise. Et peut-être une autre photo. La voilà. Elle était en vacances à Oulgat, où il y a un centre thermal. On voit Ranavallah III et la petite fille qui est là, c'est la petite Marie-Louise Razafnajemat. Et c'est l'expression d'une image prise à la dérobée. Quand elles étaient sur la plage, elle n'a pas demandé à être photographiée, mais des objectifs de photographes ont réussi à prendre des images de la reine. Enfin, je vais parler des caricatures. Parce que une situation d'exil d'une souveraine est le résultat d'un choix politique, d'une décision politique. Nous sommes en période d'expansion coloniale et il y a la presse coloniale qui alimente l'imaginaire des colonies chez les gens de la métropole. Et la presse coloniale était très fleurie à l'époque parce que, bien sûr, il s'agit de convaincre de l'utilité de la colonisation, il s'agit de convaincre de la puissance coloniale, de la puissance coloniale et bien sûr de réduire ces royaumes vaincus. Et nous voyons dans quel discours et avec quels mots les journalistes coloniaux ont-ils réduit l'image de la reine Ranavallah III. Nous avons ce que j'appelle ici les caricatures. Le petit journal est un organe de presse coloniale qui a suivi de près la colonisation. Voilà donc une représentation de la reine Ranavallah III. Pas de photo, mais une gravure travaillée en lithographie. Voilà Ranavallah III. Dans une autre pose, voilà les caricatures très réductrices, la petite reine civilisée parce qu'elle est habillée à l'européenne, mais comme dans tous les écrits coloniaux du XIXe siècle, le visage simiesque, ils appelaient ça, c'est donc, voilà, un être colonisé, un être qui a quand même gagné un petit peu en civilisation en compagnie de cet Européen qui lui apporte la civilisation. Voilà Ranavallah III. Une autre image de Ranavallah III, pour vendre la farine enrichie pour enfants qui s'appelle Falière. Voilà donc la farine infantile phosphatine Falière, Ranavallah III en publicité, donc en caricature Ranavallah III, bonbon, les phosphatines Falière. Et enfin, voilà donc les souverains exilés que la presse coloniale a rassemblés. Nous avons le roi Béanzin, nous avons ici le roi du Vietnam et aussi nous avons Ranavallah III. Une image de vaincus ensemble, tout cela dans un discours colonial et dans un dernier lieu. Voilà ce que c'est que la reine malgache selon la presse coloniale, reine de Madagascar. Nous voyons donc ici, ce que nous pouvons voir ici, donc, c'est de pouvoir comparer comment Ranavallah III était représenté pendant les années d'exil. La mémoire collective qui pense que Ranavallah III était une grande dame mondaine, invitée partout en voyage, c'était une souveraine qui a perdu son royaume et qui, malgré elle, se trouve en terre étrangère et qui a dû subir ces différentes sortes de représentations, ce que nous appelons donc la violence symbolique. C'est le résumé de toutes les représentations de la reine pendant ces années d'exil. Mesdames et messieurs, je vous remercie.